Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du CENAC, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Les conditions de vie dans l'extrême nord du Cameroun sont difficiles. Terrorisme, répression, pauvreté, abus en tout genre, corruption, viol, exactions sont le lot quotidien. Il y a de quoi devenir enragé, désespéré ou profondément las, tant le travail à faire est infini. Toutes ces émotions, Pascal Dieumeguette les ressent. Et pourtant, malgré les menaces et les oppositions farouches, il continue, il s'évertue, il est résolu coûte que coûte à suivre et proposer le chemin de la non-violence, à faire jaillir la source de l'espoir dans l'œil des plus démunis, à incarner l'amour en action, comme il dit. Celui qu'on m'a présenté comme l'abbé Pascal a marqué de sa force morale les esprits des personnes qui l'ont rencontré lors de sa venue en France pour obtenir le diplôme d'intervention civile de paix en 2019. Il ne ménage aucune peine pour aider, sauver, réconcilier dans sa communauté et sur son territoire de l'extrême nord, à Marois, Mora, Tourou, Ouaza et d'autres villes et villages. Gageons que sa foi finisse par déplacer des montagnes. Et même si les conditions d'enregistrement furent à l'image de la réalité chaotique qu'il vit, avec une connexion très compliquée, j'espère que vous pourrez saisir toute la beauté de son engagement. Pascal Dieumeguette, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? C'est un choix perpétuel de vie qui refuse catégoriquement l'usage de la violence pour réclamer ses droits ou pour résoudre un conflit. La non-violence peut aussi être saisie comme un moyen d'action politique proactive et pacifique mise au point par plusieurs penseurs tels que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela et plusieurs autres dont nous enjambons les pas. Quelle enfance vous avez eue ? En quoi a-t-elle déterminé votre vocation et votre parcours ? Papa était gendarme et il a reçu une mission dans le Nord et je suis né à Garoua. Mes frères et moi, dont j'ai 7 frères, pas de filles, nous avons eu une enfance un peu difficile. Papa est décédé suite d'un empoisonnement lorsque j'avais 7 à 8 ans. Je l'ai vu mourir et je revois encore cette scène de temps en temps. Tous les biens de papa ont été confisqués par ses frères. Et nous avons eu l'impression qu'on n'a jamais été aimé par la famille de papa. Et la seule ressource sur laquelle toute la famille comptait est l'activité de maman. Donc, elle préparait et vendait de la bière locale, qu'on appelle bilbil ici. Et en saison pluvieuse, nous cultivions quelques lopins de terre pour pouvoir avoir du céréal pour l'année. Nous avons côtoyé la faim. Nous avons côtoyé l'humiliation et les moqueries des camarades. Bon, je crois que c'est là où ma vocation de défenseur des petits, des pauvres est née. Et la figure de maman demeure une figure de protection des autres, une figure de renoncement à soi pour sauver les autres, une figure de courage et d'endurance. Voilà, dans ma jeunesse comme dans ma vie professionnelle, nous avions toujours été des enfants mal aimés à cause de nos convictions et capacités de dénoncer ce qui n'est pas juste et vrai.
Mais est-ce que la foi chrétienne était au cœur de votre enfance déjà ? Oui, papa était catholique et c'est plus tard que j'apprends de maman que papa voulait devenir prêtre, mais il a dû renoncer pour pouvoir aider sa famille à avoir un niveau de vie acceptable. Il était plein d'amour et il nous donnait beaucoup de cadeaux, il nous encourageait par la parole, les gestes, les sorties. Mais je pense que c'est un monsieur qui parlait trop peu, mais qui avait beaucoup de sagesse. Et en réalisant ma vie à la lumière de ma relation avec le Christ, j'ai fait mienne la citation du psaume 147. Dieu soutient la veuve et l'orphelin. Je pense que Dieu soutient ceux qui luttent. Voilà, c'est ça la doctrine sociale de l'Église catholique. Est-ce que vous pouvez me parler du contexte actuel au Cameroun et particulièrement dans la région où vous œuvrez ? Le contexte au Cameroun est marqué par des conflits au nord-ouest et au sud-ouest qui paralysent l'économie du pays. Nous avons un conflit sécuritaire à l'est du Cameroun où les rebelles replient du côté de la RCA, donc ils entrent du côté de l'est par Garoua-Boulaye. Et à l'extrême nord, nous avons cette crise sécuritaire issue des attaques de Boko Haram depuis 2014. Pour rappel, Boko Haram est une organisation terroriste qui a prêté allégeance à l'État islamique et qui commet des crimes contre l'humanité. Oui. Dans les pays du bassin du lac Tchad, Nigeria, Cameroun, Niger aussi, et le Tchad. Et sur le terrain, dans nos villages, les actes de Boko Haram et la répression antiterroriste ont donné lieu à des violations multiples des droits de l'homme, tels que l'enrôlement des enfants dans le terrorisme, le viol et les abus divers sur les femmes, en particulier la jeune fille, qui est systématiquement utilisée comme moyen de guerre. Nous ajoutons des destructions, des pillages de biens, les séquestrations, les tortures de part et d'autre, des hostilités et les atteintes aux libertés d'expression et d'information. Voilà, un tel climat est susceptible de conduire à la stigmatisation de certains groupes de personnes ou de certaines religions, à la radicalisation des conflits sociaux et généralement à la perte de confiance de la population dans les institutions de l'État. Donc toutes ces situations peuvent conduire à ce que nous appelons l'extrémisme violent. Vous avez créé en 2019 une ONG, le Réseau de protection des droits de l'homme, de l'environnement et de la promotion de la culture de paix. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? Depuis 2013-2014, quelques étudiants de la région et quelques universitaires, nous nous sommes dit quelle est notre contribution dans l'apport de la paix et de la sécurité dans notre région. On voulait mettre sur pied plutôt un cercle de réflexion. Et après, nous sommes résolus à créer le réseau de protection des droits de l'homme, de l'environnement, de la promotion de la culture de la paix pour apporter notre modeste contribution à la restauration de la paix et de la sécurité dans nos villages et partant dans toute la région de l'extrême nord. Et nous étions face à plusieurs ONG et associations de la société civile qui avaient beaucoup d'actions sur le terrain et avec des gros budgets, mais nous sommes rendus compte que rien ne change positivement sur le terrain. Alors nous sommes dit que nous devons faire quelque chose. Nous avons l'obligation pour nous de voir la chose de plus près et de voir dans quelle mesure donc contribuer ou aider les Nations Unies et les organisations internationales à mieux saisir des causes véritables qui ont fait émerger la crise Boko Haram et mieux saisir ce dont la population a besoin. Et notre association donc a pour but de promouvoir les valeurs de la non-violence, la culture de la paix, l'intervention civile de paix, de former des leaders d'opinion, les communautés, la société civile sur les droits de l'homme et la sécurité publique, de contribuer à la réinsertion socio-économique des couches vulnérables, que sont les femmes, les jeunes, les enfants de la rue, les handicapés, les minorités. Et nous avons aussi pour
mission de porter assistance aux victimes de violations des droits de l'homme, de protéger et assurer l'éducation de l'enfant et de la jeune fille, d'encourager les techniques locales de restauration et de protection des terres et enfin faire du lobbying de plaidoyer des droits de l'homme pour que l'homme puisse grandir dans un environnement sain. Vous avez aussi confondé l'Observatoire de l'extrémisme violent et des droits de l'homme et la plateforme de dialogue entre les forces de sécurité et les organisations de la société civile. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions au quotidien, entre tout ça, entre votre association et ces deux plateformes que vous avez en plus fondées? L'Observatoire de l'extrémisme violent et des droits de l'homme à l'extrême nord est une action qui est menée par 4 associations de la société civile et ils viennent s'appuyer sur ce qui est déjà fait en matière de monitoring des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est un monitoring des droits de l'homme? Le monitoring consiste à faire la veille, à collecter, à traiter, à analyser les contextes et à diffuser des situations, des faits et événements qui témoignent de violations des droits de l'homme et qui constituent des ferments d'extrémisme violent. Alors, vous m'avez envoyé d'ailleurs les monitorings de septembre et octobre. Oui. Et j'ai pu voir en effet les nombreuses exactions et diverses violations des droits de l'homme qui ont lieu dans plusieurs villes. Oui. Est-ce que vous arrivez, grâce à cette observation, à avoir des progrès pour résoudre et pour diminuer ces violations? Notre travail voudrait se limiter pour l'observatoire au niveau de l'alerte. Il faut alerter, il faut publier, il faut rendre public ce qui se vit au quotidien pour trouver des solutions. C'est pour cela que nous dialoguons avec l'autorité locale, qu'elle soit judiciaire, civile, administrative et traditionnelle. Nous essayons d'attirer leur attention sur des violations des droits de l'homme qui peuvent conduire à l'extrémisme violent. Et nous essayerons aussi de faire un peu de plaidoyer auprès des grandes organisations internationales, auprès de nos leaders communautaires et des autorités. Et c'est pour cela que nous avons travaillé à la mise en place de la plateforme Forces de défense et de sécurité organisations de la société civile. Donc, il y a un cadre de dialogue composé des membres mandatés des forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile qui se sont engagées à travailler en collaboration avec les forces de défense. Est-ce que c'est sur cette plateforme que vous pouvez entamer un dialogue par rapport aux exactions et aux violations commises par les forces de sécurité et forces de l'ordre? Oui, on constate que l'État est également placé au banc des accusés. D'une part, il produit des inégalités qui nourrissent l'extrémisme violent et d'autre part, son action en vue de contrer les menaces terroristes est souvent mal orientée. En effet, donc plusieurs violations des droits de l'homme générées par la réponse gouvernementale anti-Boko Haram ont été épinglées donc par les organisations internationales comme nationales de défense des droits de l'homme. Mais réclamer ce qui est juste est gênant pour notre société. Ça me fait penser à cette citation que vous m'avez envoyée de Martin Luther King. Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce qu'on pense. Ça passe mal, j'imagine, le fait de pointer du doigt les fautes de l'État, des institutions, des forces de sécurité. Comment c'est perçu? Lorsque nous avons évoqué pour la première fois le travail de l'ODA sur la plateforme Forces de défense et de sécurité et organisations de la société civile, tout de suite, nous avons été qualifiés de traîtres, de personnes qui n'ont pas de sens de patriotisme. Et il a fallu des explications profondes sur notre méthode de travail, et sur le partage d'informations à la base avec les autorités locales et militaires afin de trouver ensemble des solutions endogènes. Et qu'est-ce qu'ils disent par rapport au viol? Comment ils prennent en compte cette responsabilité au sein de la plateforme de dialogue? Au début, ils étaient réticents, mais ils ont reconnu que sur le terrain, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de violations qui peuvent être engendrées par les forces de défense. Et c'est pour cela que dans un dialogue civilo-militaire, on s'est dit que nous devons construire la paix.
En même temps, c'est extrêmement grave, un viol. Est-ce qu'ils prennent conscience de la gravité de leur acte? Oui, certains. Et souvent, il faut passer par les autorités militaires pour qu'ils puissent reconnaître le fait qu'ils leur sont reprochés. Souvent, c'est difficile. Souvent, la plupart des cas ne donnent pas leur vraie identité à ces filles. Et ils cachent leur grade aussi. Du coup, la fille a de la peine à reconnaître après qui est l'auteur de sa grossesse et tout ça. Et à un certain moment, certains chefs hiérarchiques de certains corps d'armée préfèrent affecter un de ces soldats ou préfèrent garder la morale du troupe que de laisser le militaire assumer sa responsabilité devant les instances judiciaires. Vous êtes un homme d'action et en même temps, vous avez fait des études de philosophie, passé des diplômes, effectué des stages, toujours dans cette recherche de paix. Oui. Y a-t-il eu des rencontres, des expériences, des livres peut-être qui vous aient particulièrement nourri ou apporté dans votre cheminement? Oui, d'emblée, je me suis dit que pour moi, les études, c'est pas d'abord les diplômes. C'est pour contribuer à l'éveil de la conscience en vue de susciter des changements positifs dans ma localité, dans mon village. Et à travers les recherches, à travers l'étude, les stages, je cherche à avoir des outils et des aptitudes pour apporter un plus dans ma vie et surtout dans la vie des communautés. Et c'est pourquoi cette année, notre association va former un candidat à l'intervention civile de paix grâce à Non-Violence 21 et avec nos contributions locales. L'un de nous bénéficiera de cette formation pour que je ne sois pas le seul à avoir cette aptitude, pour que je ne sois pas le seul à être indispensable. Et alors, en quoi ça consiste, ce diplôme d'intervention civile de paix? Parce que c'est intéressant pour nous, c'est l'une des rares formations francophones en lien avec la non-violence dans un but actif. Le diplôme de l'intervention civile de paix est un diplôme universitaire. Ça se passe où déjà? Qui se passe à l'Institut catholique de Paris. Et pour le valider, il faut 6 mois, une formation en ligne et 3 semaines en présentiel. Donc pour acquérir les compétences clés de la protection civile non violente. Ceux qui ont initié cette formation sont partis du constat que les actions humanitaires et militaires n'ont pas toujours été suffisantes et pertinentes ou efficaces sur le terrain du maintien de la paix. Donc l'intervention civile de paix complète et de façon cohérente la recherche des solutions politiques au conflit. Donc ces principes sont la non-violence, l'indépendance, l'immersion dans la communauté, la primauté des acteurs locaux, l'impartialité et la référence au droit qui fait donc de cette intervention une méthode efficiente et efficace de réduction de la violence au niveau local. Donc ce sont ces principes, à mon modeste avis, qui garantissent sur le terrain la sécurité des personnes et la sécurité aussi des volontaires. Et j'ai eu la chance de rencontrer la directrice de cette intervention civile de paix, à la personne de Cécile Dubernay, avec qui je discute chaque jour des questions de paix et de sécurité, et qui m'aide aussi à avoir assez d'outils de visibilité sur mon travail et qui m'encourage beaucoup. Donc, je lui fais un clin d'œil et je lui dis merci. Et aussi, pendant mon séjour en France, lors de la formation en présentiel, j'ai eu la chance de rencontrer François Marchand, le président de Non-Violence 21, et Johanna Hessens, le coordinateur, avec qui nous avons beaucoup discuté et qui sont toujours en lien avec nous et qui nous soutiennent. Et nous leur faisons un clin d'œil depuis Marois, depuis l'extrême nord. Et aussi, j'ai personnellement rencontré l'ami de combat de François Marchand, Jean-Marie Muller, chez lui à Chantois, en Orléans. Je le salue particulièrement et je salue sa famille, je salue sa dame, Hélène Roussier, et salue ses enfants. Il a joué un grand rôle dans mon orientation pratique. À un moment, je ne comprenais pas bien le sens de la non-violence et je me dis, mais comment devant des situations où rien ne change, là où les acteurs, les oppresseurs ne sont pas punis, est-ce qu'il ne faut pas utiliser d'autres moyens en dehors de la non-violence? Et son livre « La violence juste n'existe pas », « Oser la non-violence », m'a beaucoup façonné.
J'ai aimé sa présentation de Jésus, dont je suis le disciple, comme un homme qui a témoigné de la non-violence à travers le pouvoir de l'amour en action. Et en méditant donc sur plusieurs versets dans le Nouveau Testament, je me suis résolu en disant quand même, nous les disciples du Christ, nous avons l'obligation morale de devenir nous-mêmes des témoins de la non-violence. Son livre a invité l'Église à sortir de sa position léthargique afin de prendre des décisions par rapport à la guerre juste, aux violences justifiées ou à prendre position sur les questions d'armes nucléaires. Et comment il vous a retourné comme ça? C'est-à-dire, vous aviez quand même des gros doutes. Donc, c'est ce livre, mais qu'est-ce qui concrètement vous a résolu à la non-violence? Il m'a parlé d'un jeûne qu'il avait fait et dont il a failli passer de vie à trépas. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi le fais-tu alors que tu as ta propre vie, tu es un philosophe, tu as ta famille? Et il m'a fait comprendre qu'il est prêt à donner sa vie pour une cause juste, pour que ses enfants, pour que les générations futures puissent vivre dans un environnement paisible où ils peuvent s'épanouir. Là, pour moi, j'ai été touché. Je crois que vous avez aussi effectué un stage au Centre Martin Luther King aux États-Unis. Mon voyage en Géorgie m'a aussi façonné. J'ai parcouru en fait le sud des États-Unis et j'ai été sous les traces de Martin Luther King de Rosa Parks. Et quand je vois les efforts, les multiples discours, les actions de ces personnes pour réclamer les libertés publiques des Noirs, des personnes marginalisées, des Afro-Américains, je me dis quand même, nous avons un devoir de continuer à être sur la trace de ces hommes qui ont tout donné pour que les Afro-Américains d'aujourd'hui puissent avoir le droit de vote, aller à l'école, puissent être reconnus comme citoyens, comme toute autre personne. Et à chaque fois que je relis ce discours historique, je sens une force en moi. Je me sens motivé pour pouvoir aussi m'insurger contre tout ce qui ravale l'homme à la barbarie. Je pense que pour être un défenseur des droits de l'homme, il serait intéressant de faire un tour aux États-Unis pour saisir de manière contextuelle la lutte que ces personnes ont menée pour la liberté des peuples. J'ai fait un tour en Louisiane, j'ai revu les champs de canne à sucre. Cela m'a rappelé plusieurs films que je voyais et comment les Noirs étaient rendus esclaves dans ces champs de canne à sucre. Ça m'a révolté intérieurement. Comment un homme puisse traiter indignement l'autre. Je me pose la question chaque jour. Mais devant cette réalité, il faut oser le dialogue avec l'ennemi. Il faut oser dénoncer des injustices, même si c'est au prix de sa vie. Je pense que nous sommes faits pour l'humanité, pas pour soi-même seulement. Quelqu'un à qui j'ai parlé de vos actions m'a répondu avec une sorte de fatalisme. Oh, ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan de violence. Et vous parliez juste avant de doutes que vous aviez. Qu'est-ce qui vous fait tenir, continuer, persévérer? Est-ce que vous voyez du positif concrètement dans les actions que vous entreprenez? D'emblée, je dis que ce n'est pas facile d'être un défenseur des droits de l'homme dans le contexte camerounais ou dans le contexte de l'extrême nord. C'est un qualificatif gênant. J'ai eu beaucoup de moments de doute devant les réalités qui ne changent pas. Et j'étais poussé à agir par la violence, qu'elle soit verbale, intérieure. Mais j'ai compris, au sortir donc de ma rencontre, de mes voyages, qu'il y a une autre manière de voir le monde, qu'il y a une autre manière de résoudre pacifiquement et durablement les conflits. Mais je reste encore peut-être découragé devant les situations désespérées de la vie. Des personnes qui ont faim, des personnes qui ont fui la guerre, qui ne savent où habiter, qui dorment au marché, qui dorment dans les rivières, dans les rigoles, devant des boutiques. Je suis écœuré devant la situation de ces enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, qui sont à la solde des commerçants pour faire des petits travaux. Après, ils tombent dans la drogue, ils deviennent des enfants de la rue. Devant la situation des jeunes de chez moi qui n'ont pas de travail, parce que c'est une partie du pays qui est délaissée. Devant ces jeunes filles qui sont abusées, souvent je n'ai pas de solution.
je n'ai pas de solution et je me rends compte de mon impuissance, de mon incapacité devant ces larmes, devant ces cris. Et le plus souvent, je me réfugie dans la prière. Cependant, pendant mes homélies dominicales, j'essaie d'attirer l'attention des autorités locales sur les situations de violation des droits de l'homme et les tendances d'extrémisme violent. J'essaie de demander à la communauté d'ouvrir leurs portes aux personnes qui n'ont pas de refuge, d'ouvrir leurs mains pour partager. Je n'ai souvent pas été soutenu par mes confrères. J'ai reçu plusieurs menaces à travers le téléphone ou les insultes de certaines autorités. Et je me suis dit aussi dans la vie, il faut avoir des convictions et des objectifs. J'assume mon statut de défenseur des droits de l'homme et je m'attends à toute chose. Je m'attends à toute menace, au mépris et aux insultes. Donc, les défenseurs des droits humains sont particulièrement ciblés par les attaques destinées à les faire taire ou à fragmenter la communauté. Là, je ne me plains pas. Je me suis préparé pour la cause et je trouve ma joie dans la résolution pacifique des conflits. Je trouve aussi ma joie dans des expériences concrètes qui ont pu réconcilier un militaire ou des militaires avec des filles qui ont été abusées. Je me rappelle à l'homélie de Noël 2019, j'ai dénoncé ces abus et dans la communauté, il y avait 3 filles mineures qui étaient enceintes des militaires et ces militaires étaient présents. Ils m'ont proféré des menaces, ils disent que bon, ils vont me tuer parce que je ne vaux pas plus qu'une balle. Je sais pas, est-ce que c'est la force de l'esprit, est-ce que ce sont ces paroles qui les ont touchés? Et ils sont revenus 2 mois plus tard auprès de moi. Donc, il y avait 3 filles et ces 3 militaires. Et je les ai accompagnés spirituellement. Et à Pâques 2019, ils ont célébré le sacrement du mariage. Mais par exemple, ça me fait mal pour ces femmes qui ont été abusées et qui doivent ensuite épouser leur agresseur. Souvent, ces abus peuvent être consentants parce qu'aujourd'hui, dans des situations de pauvreté, une fille voit en le militaire une opportunité et celui-ci utilise sa position de militaire qui a un peu de moyens pour abuser de la naïveté de la fille. Et je me dis aussi, c'est libre. Le mariage, c'est un consentement de 2 volontés. Et je pense quand même s'ils sont arrivés jusqu'à ce niveau, et c'est parce qu'ils ont essayé de peser le pour et le contre. Ils ont essayé de se réconcilier. Chacun a peut-être droit à l'erreur. Une vie ne peut pas se résumer à une erreur. Et est-ce que vous avez d'autres expériences à nous partager qui vous ont mis du baume au cœur, qui vous ont réjoui? Parce que c'est sûr que ça fait du bien d'entendre de l'espoir. À travers notre association, il y a eu des dialogues entre les militaires et des filles qui ont été abusées. Et aujourd'hui, certaines filles bénéficient des subventions auprès de leurs géniteurs. Donc, les géniteurs s'occupent de l'enfant et ils s'occupent aussi de la santé de la maman. Je pense aussi, nous avons essayé de travailler au niveau de l'église locale de Moura à accompagner 35 jeunes filles mères abusées ou exploitées par les militaires. Nous avons aussi 19 veuves des militaires qui sont décédées au front. Donc nous avons essayé de les accompagner à travers des formations à la couture, aussi à la coiffure. Et grâce à un projet de Caritas Italiana, il y a un groupe de 5 filles qui aujourd'hui ont un petit centre où elles sont autonomes. Il y a aussi 5 jeunes autres filles qui ont un salon de coiffure dont nous avons payé l'intégralité des instruments de travail. Et nous avons aussi payé la location de ce salon. Donc aujourd'hui, elles sont indépendantes et elles sont capables de
subvenir à leurs besoins et aussi aux besoins de leurs enfants. Pour l'instant, il reste encore beaucoup à faire et peut-être 25 autres que je n'ai pas encore trouvé des solutions. Donc, au niveau de notre association et aussi au niveau de notre paroisse, nous avons aidé 6 enfants des personnes déplacées et aussi 5 enfants orphelins dont les parents étaient des militaires qui sont morts au front. Donc, ils bénéficient d'une bourse. Nous avons un regard particulier sur eux pour qu'ils ne sont pas dans les propositions de drogue et aux propositions de terroristes. À propos d'enfants, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer quelques poèmes très impressionnants de Gaston Inoué, qui est membre de votre ONG. Des poèmes qui sont issus du recueil Parapet contre Boko Haram, les traits saignants des flagrants délits de Balafre, qui n'est pas encore édité. Est-ce que vous accepteriez de me lire un de ces poèmes intitulé « Gamin en chair grenade » ? Volontiers. Je vous écoute. Des grenades aux enchères, à la criée livrée de chair, des mains par contrainte, en soldats gamins en plainte, fronde de fin journée, en mer front boulimie des sangs gourmets, en terre des man-grenades poudrières, salvatrice fouille, des mains répit, repos bredouille, orpailleurs de repas en front de mine, gargouillant à l'explosion en prime, chargé main de gamins pensés, surchargé grenade de chair en jet, répus vautour, d'arsenal achalande carrefour, guerre marchée, d'avocats en fruits marés, de désolations chargées, graines au champ d'Isette, éclat sinistre discret, gamins des mineurs de man, grenade de man, fin triste en man. Ce poème évoque la tragédie que traversent les enfants dans cette crise sécuritaire Boko Haram. Les enfants sont souvent des instruments de guerre que Boko Haram utilise pour ses attentats. Donc, les jeunes filles portent généralement des explosifs. De leur innocence, ils deviennent des bombes humaines pour s'aimer la terreur. Et je m'insurge à la lecture de ces poèmes contre l'instrumentalisation des enfants. Et il faut le reconnaître, il faut l'admettre, même si beaucoup, pour des raisons politico-religieuses, refusent de croire que certains adeptes de l'islam ont utilisé l'école coranique comme des foyers de recrutement des enfants dans la région de l'extrême nord. Mon mémoire de master a porté sur la protection des enfants dans le cadre du terrorisme de Boko Haram. Et plusieurs de mes enquêtes ont démontré que beaucoup d'enfants ont été recrutés dans des écoles coraniques. Et une fois aussi que ces enfants qui ont été endoctrinés soient rattrapés par la justice ou par l'armée, ils sont terriblement punis. Et c'est une violation des droits des enfants. Ils n'ont pas demandé à être endoctrinés. Ils voulaient la vie. Ils voulaient l'éducation. Ils voulaient un environnement sain où ils grandissent pour assouvir leur espoir. Mais cette guerre n'a pas permis à ces enfants de rêver. Et c'est pour cela que j'ai demandé que les enfants ne soient pas traduits devant les juridictions militaires, qu'ils ne soient pas emprisonnés dans les prisons avec des terroristes ou bien des adultes, qu'on puisse trouver plutôt des mesures alternatives pour les démobiliser afin qu'ils puissent réintégrer la société, leur famille, et qu'ils puissent bénéficier d'une éducation qui fera d'eux des hommes de demain. Et est-ce que vous avez été entendu dans vos requêtes auprès de l'État pour ces enfants ? Bon, c'est pas seulement mes efforts, il y a aussi plusieurs autres acteurs de la société civile qui ont plaidé aujourd'hui. Et c'est une chose qui est vérifiée. Les enfants ne sont plus jugés au niveau du tribunal militaire de Maroua. Dès qu'on constate, après avis du médecin, que c'est un enfant, il est conduit plutôt devant la juridiction de première instance de Maroua ou d'autres villes. Et ça, c'est un grand pari qui a été gagné. Et nous disons merci à l'effort de l'État. Mais cependant, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans l'encadrement social des enfants. L'Institut camerounais de l'enfance n'a pas assez de moyens et de structures pour encadrer tous ces enfants.
Et généralement, ils sont délaissés dans les familles où il n'y a aucun suivi. Ils deviennent vulnérables face à la société et face aux terroristes. Et ce n'est qu'un cercle vicieux qui ne peut que recommencer. Donc, l'État, qui est responsable de la protection des personnes, devra trouver des solutions aussi à l'aide des organisations internationales et des organisations de la société civile pour que ces enfants puissent être mieux encadrés, mieux réinsérés. Faute de quoi, nous serons tous responsables de ce que ces enfants deviendront dans notre société. Vous êtes prêtre, on vous a présenté à moi comme l'abbé Pascal. Vous avez évoqué votre foi, vous avez parlé de Martin Luther King et de son importance pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut une certaine forme de spiritualité, voire de pratique religieuse pour mettre en œuvre des principes non violents dans sa vie ? Moi, je pense, pour celui qui ne croit pas en Dieu ou à aucune divinité, les valeurs d'humanité, les valeurs d'humanisation de l'homme reflètent les valeurs ou les principes de la non-violence. Donc, c'est pas nécessaire, je respecte la foi des autres et je me dis, nous avons quelque chose en commun, c'est notre humanité. Et la non-violence, pour moi, c'est une philosophie. C'est pour ça que je suis d'accord avec Jean Lacroix qui dit « La philosophie est une initiation au mystère humain ». Donc, au-delà de l'aspect de la foi, celui qui veut être non-violent gagnerait à devenir humain avant de devenir chrétien ou des adeptes de la non-violence ou bien marxiste, socialiste ou démocrate. Voilà. Et les principes de la non-violence, qui est le respect de la dignité de l'autre, la lutte active contre le mal, la recherche d'une société régie par le droit, l'amitié, donc l'endurance, l'amour au cœur de l'action, contribuent à fabriquer ou à construire ensemble une humanité responsable qui tient en compte l'altérité. C'est pour cela que je pense que le disciple de la non-violence doit être à la fois une personne théorique et aussi une personne qui met en pratique les valeurs d'humanisation humaine. Et c'est pour cela que je vais finir avec cette citation de Maurice Blondel que j'aime bien. L'effort philosophique de toute ma vie a été consacré à montrer les biens profonds et permanents qui, par une causalité réciproque, associe la pensée et l'action dans l'unité organique d'une même responsabilité intellectuelle et morale pour les personnes humaines, pour la santé des peuples, pour la solidarité internationale. Quelle force porte, selon vous, la non-violence contre laquelle la violence ne pourra jamais rien ? Pour moi, cette force, c'est l'amour ou l'amitié. Et lorsqu'on n'aime pas, aucune solution durable n'est à envisager. Il n'y a que l'amour pour convertir le criminel. Merci beaucoup, Pascal Dieumeguette. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le CENAC. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. À très bientôt. Ahimsa.